suis ravi d'être le nouveau sélectionneur de l'équipe de Belgique. L'information ne vous aura sûrement pas échappé, Rudy Garcia est devenu le nouveau sélectionneur de notre équipe nationale. L'ancien coach de Lille, l'OM, de Lyon ou encore de Naples débarque avec son expérience pour relever un nouveau défi à la tête de notre sélection. Dans cette vidéo, on revient sur son parcours de joueur, sa carrière d'entraîneur et enfin je tenterai de répondre à la question s'il est un bon choix pour les Diables. Bienvenue sur Stade et Maillot, c'est parti, générique. Yes, don't forget that goal! Goal to the ball! It's the ball! Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! Ils vont le faire! Ça va être le but! Mené pour Lukaku! Ils vont le faire! Et c'est je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Saviez-vous que Rudy Garcia était destiné au sport de haut niveau dès sa naissance ? En effet, son père, fan de cyclisme, lui donne le prénom de Rudi Altig, un champion allemand qui a remporté le Tour d'Espagne, le Tour des Flandres et Milan-San Remo. Vainqueur de 3 étapes du Tour de France et 2 étapes sur le Giro, l'Allemand Rudi Altig s'impose devant son public, devant les 2 coureurs français Jacques Anquetil et Raymond. Mais ce n'est pas sur un vélo que le petit Rudy va briller. C'est grâce à son père, ancien joueur pro à Dunkerque, puis entraîneur à Corbeil-Essonnes, que Rudy découvre le foot. Et très vite, il se démarque en tant que milieu offensif. Son talent ne passe pas inaperçu. En 1982, Lille le recrute comme stagiaire pro et 2 ans plus tard, il signe son premier contrat avec le LOSC. Son premier but avec les Dogs, un match face au PSG et une victoire 2-3 pour Lille. Une reprise parfaite de Garcia. Ce sera le 3e but nordiste. Il reste à Lille jusqu'en 1988 avant de filer à Caen, puis à Martigues où il est contraint de raccrocher les crampons à seulement 28 ans, la faute à des blessures à répétition. Mais attention, on parle quand même d'un mec qui a joué plus de 200 matchs en première division. Parmi ses souvenirs marquants, son passage aux côtés de Gérard Soler, légende sochalienne, et son coach à Caen, Robert Nouzaret, avec qui il s'entendait à merveille. Et gardez bien ces noms en tête, ils vont lui faire un sacré cadeau quelques années plus tard. Fin de carrière pour Rudy Garcia ? Pas question. Après avoir rangé les crampons, il passe ses diplômes d'entraîneur et retourne à Corbeil-Essonnes en tant que joueur-entraîneur. Mais son objectif est clair, retrouver au plus vite le monde professionnel. Et en 1998, coup de pouce du destin. Gérard Soler et Robert Nouzaret, respectivement directeur sportif et coach de l'AS Saint-Étienne, lui offrent le cadeau dont je vous parlais, une place de préparateur physique dans le staff. Les Verts, alors en D2, remontent en Ligue 1 dès la saison suivante où Nouzaret prend Rudy en tant qu'adjoint. Mais en 2000, c'est le chaos. Nouzaret est viré et part à Toulouse, et c'est un certain John Toshak qui débarque tout droit du Real de Madrid. Rudy, lui, reste en tant qu'adjoint et traducteur d'espagnol pour le gallois. Mais l'expérience tourne au fiasco. 3 mois plus tard, Toshak s'en va et Saint-Étienne plonge dans l'affaire des faux passeports. C'est alors que Rudy Garcia obtient sa première vraie chance sur un banc pro en duo avec Jean-Guy Wallem, qu'on connaîtra brièvement chez nous puisqu'il va entraîner le Stade Rennais et le RWDM en division inférieure. Le problème, 2 entraîneurs, ça ne marche jamais. Malgré une première victoire contre le PSG, l'ASE est relégué. Garcia veut continuer en solo, mais le club ne lui fait pas confiance. Il quitte Saint-Étienne et met une saison blanche à profit pour devenir consultant et passer son diplôme d'entraîneur professionnel. Direction Dijon donc, au printemps 2002 pour une nouvelle aventure. Bernard Nietzsche, président du DFCO, le recrute comme un entraîneur et manager général. Un vrai défi, puisque le club évolue alors en national. Mais Garcia va tout changer. Professionnalisation, nouvelles infrastructures et ambition. Et sur le terrain, c'est du solide. En 2002-2003, une 4e place en national aux portes de la Ligue 2. Et la saison suivante, c'est une 3e place et une montée en Ligue 2, ainsi qu'une épopée jusqu'en demi-finale de Coupe de France. La montée se joue le 14 mai 2004 face à Romorantin, un match décisif où Dijon s'impose 3-1 avec un but de Stéphane Jobard, futur adjoint de Garcia. Pendant 3 saisons, Dijon s'installe dans le haut du tableau de la Ligue 2 et finit respectivement 4e, 5e et 6e. Mais après 6 ans de bons et loyaux services, Garcia sent que le club plafonne et il ne parvient pas à donner l'élan final vers la promotion. Il décide alors de tenter l'aventure en Ligue 1, direction Le Mans pour la saison 2007-2008. Le Mans, une équipe idéale pour Garcia.
Son arrivée, il la doit à un autre ancien coach de Caen, Daniel Jean Dupeux, directeur sportif du club. Pour la première fois, il est en Ligue 1 en tant qu'entraîneur principal, n'ayant été qu'intérimaire à Saint-Étienne. Et il a un effectif taillé pour son jeu offensif. Dans l'équipe, des futurs cracks comme Daisuke Matsui, Tullio De Melo, Gervinho, Stéphane Cessignon et encore Graffité. Résultat, Le Mans joue les troubles fêtes, prend brièvement la tête du championnat en début de saison et reste longtemps 5e avant de finir à une belle 9e place, le meilleur classement de l'histoire du club en Ligue 1. Le seul regret, Rudy Garcia échoue une nouvelle fois à emmener son équipe en finale d'une coupe après une élimination cruelle en demi-finale de Coupe de la Ligue dans un match de folie perdu 5-4 face à Lens. Melo avec talonnade, et but. Et le but. Oh, il va y avoir protestation des Lensois. Et pas pour Gervinho. Pas Et pour but. Gervinho. Sidi Keita la frappe. Et le but de Sidi Keita qui va qualifier. Équipe, hein. C'est lent. Voilà, Et c'est fini, bravo. c'est terminé. Le Racing Club de Lens va fêter Sidi Keita. Mais une chose est sûre, Rudy Garcia est en train de se faire un nom, et la suite, elle va être encore plus folle. Le chapitre que tout le monde attend, l'heure de gloire de Rudy Garcia avec le LOSC. Après son succès au Mans, Garcia attire les regards, et comme un clin d'œil à son passé de joueur, c'est encore Lille qui passe à l'action et l'arrache à la Sarthe le 18 juin 2008. Quand il arrive, le LOSC sort d'une période compliquée, mais Garcia va vite poser sa philosophie, un jeu offensif basé sur la possession et la créativité, et dès sa première saison, boum, 5e place en Ligue 1, retour en Coupe d'Europe, et un certain Eden Hazard commence à faire parler de lui. Mais attention, gros rebondissement en coulisses. En interne, le coach et le directeur général Xavier Tuillo ne s'entendent pas du tout, et contre toute attente, Garcia est limogé le 2 juin 2009. Sauf que, retournement de situation 2 semaines plus tard, le président Michel Sédou décide finalement de le réintégrer et vire Tuillo à la place. La saison d'après, le LOSC monte encore en puissance. Avec notamment Gervinho, Hazard et Cabaye, Lille s'améliore et impressionne, mais manque encore de régularité pour jouer le titre. Tout se joue alors lors de la dernière journée. Menant au score à Lorient, les Dogs loupent un penalty et s'inclinent 2-1. Ils passent de la 2e à la 4e place en un instant. Adieu Ligue des Champions, bonjour frustration. Mais cette frustration va tout changer. Saison 2010-2011, le chef-d'œuvre de Rudy Garcia. Champion de France pour la première fois depuis 1954 et vainqueur de la Coupe de France. Un doublé historique. C'est l'aboutissement parfait du travail de Garcia. Il transforme un effectif déséquilibré en une équipe homogène et redoutable. Chedjou et Debuchy passent du milieu à la défense, Balmont et Mavouba deviennent des guerriers au service du collectif, et Hazard explose sous ses ordres, So finit meilleur buteur et Gervinho régale. Et le bouquet final, une victoire en Coupe de France contre le PSG avec un coup franc magistral d'Obraniak en toute fin de match. Alors, depuis 3 minutes, il est très dangereux, Obraniak. C'est toujours du même côté en plus, hein, les coups de pied arrêtés obtenus par le LOSC. Alors, faut mettre du monde devant. Ça peut être la bonne, pourquoi pas, le coup de pied arrêté. Obraniak, ça fait le but du LOSC. Le coup franc de Ludovic Obraniak qui a sorti Grégory Coupet. Incroyable. Cette saison-là, Lille a fait vibrer, Lille a fait rêver, Lille a écrit l'histoire. En 2011, le LOSC n'a pas juste gagné, il a conquis. Mais après le rêve, il faut affronter la réalité. La saison suivante, le LOSC essaye de garder son style flamboyant, mais quelque chose a changé. Cabaye part à Newcastle, Rami s'envole pour Valence, Payet, Pedretti et Bacha arrivent, mais la dynamique est moins forte. Plus d'adversité, plus de pression, et l'élan s'essouffle peu à peu. Résultat, une 3e place en championnat et une dernière danse au stadium avant d'entrer dans le grand stade. L'Ader, les dernières émotions, une sortie réussie. Et en 2013, après 5 saisons incroyables, Rudy Garcia tourne la page. L'homme qui a façonné ce LOSC flamboyant, qui l'a mené au sommet, est devenu un coach convoité. Bien sûr que ça va me manquer, mais je suis aussi assez fier d'avoir pu passer 11 ans ici. Et quand je serai un vieillard avec ma canne, je pense que je parlerai à mes petits-enfants et je reverrai mes joueurs ou les gens qui travaillaient au club ou les supporters de de cette époque. Et on se remémorera avec grand plaisir tout ce qu'on a pu vivre de fort ici. Direction l'AS Roma, un nouveau défi, une nouvelle histoire à écrire. Mais en Italie, son nom ne dit pas grand-chose. Les tifosi sont sceptiques. Qui est cet entraîneur français ? A-t-il les épaules pour relancer un club en quête de gloire ? Réponse immédiate, oui, et avec style. Dès son arrivée, Garcia pose sa patte.
Un jeu offensif, rapide, basé sur la possession et une intensité folle. Et le résultat est spectaculaire. 10 victoires consécutives en début de saison. C'est tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire de la Serie A. En plus, il frappe un grand coup face à la Lazio en remportant le derby dès la 4e journée, offrant une petite revanche aux supporters après la finale de Coupe d'Italie perdue l'année précédente. Nous, on le remercie pour le derby. Il nous a donné une grande satisfaction et depuis ce jour, la Lazio dégringole en plus. Alors pour nous, c'est une autre source de joie. Ultra convaincu, ultra convaincu. Pour moi, c'est un très bon entraîneur. C'est vrai que je ne le connaissais pas et je ne savais pas comment il était. Garcia, c'est qui? Compris. Qui est Garcia? Après le premier match, deuxième match, ça vient, comme ci, comme ça. Troisième partie, vas-y Garcia! Son équipe séduit et impressionne. Francesco Totti, la légende vivante, rayonne sous ses ordres malgré ses 37 ans. Daniele De Rossi, véritable capitaine dans l'âme, incarne l'identité romaine. Miralem Pjanic, maestro du milieu, illumine le jeu. Et enfin, Gervinho, son ancien protégé du LOSC, retrouve son explosivité, tandis que Mehdi Benassia, recruté pour solidifier la défense, devient un mur infranchissable. Au final, la Roma termine avec 85 points, une saison incroyable, mais insuffisante pour détrôner la Juventus de Conte, intouchable avec plus de 100 points. Saison 2014-2015, confirmée, mais surtout survivre à la Juve. L'équipe de Garcia continue de proposer du spectacle et accroche une 2e place de suite, mais cette fois, la saison est plus compliquée. En Ligue des Champions, le choc avec la réalité est brutal. Tombée dans un groupe relevé avec Manchester City et le Bayern Munich, la Roma explose en vol un soir d'octobre 2014 au Stadio Olimpico. C'est la douche froide, 7-1 contre le Bayern. Un naufrage total qui rappelle aux supporters une autre humiliation, celle de 2007 face à Manchester United. À partir de là, quelque chose se fissure. Les blessures s'accumulent, notamment celle de Kevin Strootman, un joueur clé du système Garcia. Les résultats deviennent plus irréguliers, la confiance s'effrite et malgré une 2e place en championnat, l'écart avec la Juve devient abyssal. La 3e saison est de trop. Les difficultés s'accentuent, l'équipe ne répond plus et surtout, la série de mauvais résultats devient inquiétante. Sur les 10 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, le club italien ne s'est imposé qu'une fois, contre 6 nuls et 3 défaites. La Roma glisse au classement, le jeu n'est plus aussi flamboyant et Garcia semble avoir perdu la main sur son groupe. Le 13 janvier 2016, c'est la fin. La direction romaine n'a plus confiance et prend la décision de limoger son entraîneur. Le bilan de son aventure romaine ? Une entrée fracassante, un football spectaculaire, une Roma ambitieuse. Mais une fin compliquée, un club qui stagne et une Juventus trop forte pour être détrônée. Un échec ? Pas vraiment. Garcia n'a pas ramené le Scudetto, mais il a redonné une identité à la Roma et laissé son empreinte en Serie A. Il restera comme le premier entraîneur français à avoir fait vibrer l'Italie, avant de repartir vers un nouveau défi. Rudy Garcia débarque donc à l'OM. En octobre 2016, le club vient d'être racheté par Frank McCourt, un vent de renouveau souffle sur la canebière. Fini l'ère Labrune, place au Champions Project. Premier acte, virer Franck Passy et confier les clés de l'équipe à Rudy Garcia. Mission, remettre l'OM sur pied. Quand il débarque, l'OM n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge. Garcia impose immédiatement son 4-3-3, un système qu'il a peaufiné à Lille et à Rome. Son idée, un pressing haut, une forte densité offensive et du mouvement. Mais avec un effectif limité, il doit bricoler. Heureusement, Flo Thauvin et Bafé Gomis sont en feu et portent l'équipe. Petit à petit, la machine se met en route. Bilan de la première saison, une 5e place et une qualification pour les barrages de la Ligue Europa, un premier pas vers l'Europe. L'année d'après, c'est l'année de la ferveur européenne. Pour sa première saison complète, Garcia a du renfort. Payet, revenu l'hiver précédent, est le métronome de l'équipe. Steve Mandanda retrouve ses cages après un passage raté à Crystal Palace et Adil Rami vient stabiliser la défense et surtout Luis Gustavo, un patron brésilien au milieu de terrain. En Ligue 1, Marseille manque de constance et termine 4e, encore une fois aux portes de la Ligue des Champions. Mais c'est en Europa League que l'OM fait vibrer ses supporters comme jamais. Le moment fort, le quart de finale contre Leipzig. Après une défaite 1-0 à l'aller, Marseille doit renverser la vapeur au retour. Explosion au Vélodrome, un 5-2 magistral. Quelques instants après ce but inscrit par de Payet, c'est magnifique. Payet dans la surface. Et Dimitri Payet qui l'a illuminé encore un petit peu plus. C'est avec Sakai qui a le but de retour. Hiroki Sakai
L'OM file jusqu'en finale, mais face à l'Atlético de Madrid, la marche est trop haute. 3-0, une défaite sans appel. Un match marqué par la blessure de Payet en début de rencontre, une soirée cauchemardesque, mais un parcours inoubliable. L'année d'après, l'OM s'essouffle et Garcia avec. Après cette épopée, l'OM veut confirmer, mais la saison est un échec. Élimination dès les phases de groupe en Europa League et une défaite humiliante en Coupe de France face à Andrézieux, pensionnaire de National 2. Une nouvelle 5e place finale en Ligue 1, insuffisante pour atteindre la Ligue des Champions. En coulisses, ça explose. Les tensions montent avec la direction, les supporters se retournent contre lui, le jeu se délite, les résultats ne suivent plus. Le 22 mai 2019, Garcia annonce son départ. J'ai décidé de partir et j'ai proposé cette solution à mon président. Son passage à l'OM en un mot, intense. Il aura ramené l'Europe, il aura mené Marseille en finale de Coupe d'Europe 14 ans après 2004, mais il n'aura jamais su franchir le dernier palier pour ramener l'OM en Ligue des Champions. En octobre 2019, l'Olympique lyonnais est en pleine crise. Silvinho vient d'être licencié, l'équipe n'a plus gagné depuis 7 matchs et se retrouve à 1 point de la dernière place. Un des pires débuts de saison de l'histoire du club. Pour relancer la machine, Jean-Michel Aulas mise sur Rudi Garcia. Mais son arrivée ne fait pas l'unanimité. Les supporters lyonnais sont vent debout contre lui, refusant l'arrivée d'un coach directement venu du rival marseillais. Même son ancien joueur Dimitri Payet ne manque pas de le tacler en interview. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, surtout après, voilà, il y a quelques mois on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là, mais bon après... Mais Garcia ne se laisse pas démonter. Il impose son style, mais les débuts restent mitigés. 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 10 matchs. Une seule éclaircie, la qualification pour les 8e de finale de Ligue des Champions. À l'hiver 2020, Lyon se renforce. Avec un effectif décimé par les blessures, il n'a pas le choix et l'OL recrute alors Bruno Guimaraes et Karl Toko Ekambi. Garcia les intègre parfaitement et donne du temps de jeu aux jeunes talents comme Maxence Cacré et Ryan Cherki. Lyon enchaîne alors 7 victoires consécutives. Mais après cet emballement, le club rechute. 3 matchs sans victoire et une élimination en Coupe de France contre le PSG. Si en Ligue 1, Lyon reste irrégulier, en Coupe, c'est une autre histoire. Qualification en finale de Coupe de la Ligue et exploit contre la Juventus en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'arbitre va siffler, l'arbitre va siffler, l'arbitre a sifflé et Lyon est qualifié pour les quarts de finale. Mais après cette qualification héroïque, tout s'arrête brutalement. La pandémie de Covid-19 frappe le monde et fige le monde du football. La Ligue 1 ne reprendra jamais et l'OL est classé 7e, hors des places européennes. Un classement que Garcia n'acceptera jamais, persuadé que son équipe pouvait encore remonter au classement. L'été 2020 marque le retour du football et Lyon perd d'abord avec les honneurs la finale de la Coupe de la Ligue au pénalty face au PSG. Mais la prestation est intéressante en vue du Final 8 de la Ligue des Champions qui se déroule à Lisbonne, une formule inédite où tout va se jouer en un seul match. Et Garcia va surprendre tout le monde. Pour son quart de finale contre Manchester City, Lyon crée la sensation en battant les Sky Blues 3-1 grâce à un coup de tactique génial. Garcia abandonne son schéma habituel et passe à une défense à 3, désorganisant totalement l'équipe de Guardiola. Un exploit monumental. 10 ans après, l'OL retrouve une demi-finale de C1. Lyon retourne en demi-finale de la Ligue des Champions. Après la Juve, l'OL élimine le Manchester City de Guardiola. Mais face au Bayern de Munich, l'histoire s'arrête là. Une cinglante défaite 3-0 contre l'équipe qui remportera la compétition. En 2020-2021, l'irrégularité frappe encore. Alors qu'on attend un Noël conquérant après son exploit européen, le début de saison est catastrophique. Seulement une victoire en 6 matchs. 14e place au classement, Lyon est en crise. Mais en octobre, la machine se relance. Lyon enchaîne une série de victoires, bat le PSG au Parc des Princes et termine même champion d'automne. Mais la deuxième partie de saison est un calvaire. Moussa Dembélé s'envole à l'Atlético Madrid, privant Garcia d'un atout offensif majeur. L'équipe redevient trop inconstante et termine 4e hors des places pour la Ligue des Champions. Et surtout, les tensions explosent entre Garcia et Juninho, les deux hommes s'attaquent dans la presse et la collaboration devient impossible. En mai 2021, Rudi Garcia annonce son départ. Le bilan, encore une fois pour une équipe de Rudi Garcia, contrasté. Une épopée européenne exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions, la révélation de jeunes talents comme Cacré et Cherki,
Mais surtout, un Lyon trop irrégulier en Ligue 1, incapable de retrouver la C1 et des choix tactiques souvent discutés et une relation explosive avec Juninho. En somme, un Noël capable du meilleur, mais trop souvent rattrapé par le pire. Après un an sans club, où il aurait pu rejoindre Manchester United avant que le club ne choisisse Ralf Rangnick, Rudi Garcia rebondit en Arabie Saoudite. En juillet 2022, il débarque sur le banc d'Al Nasser, le futur club de Cristiano Ronaldo. Soyons honnêtes, le championnat saoudien ce n'est pas vraiment ma priorité. Un football où l'argent coule à flot mais où les droits humains sont étouffés, difficile de vouloir s'y intéresser. Malheureusement, les investissements colossaux font de ce championnat un nouvel Eldorado pour certains. Mais avec ces millions viennent aussi des attentes démesurées. En janvier 2023, Cristiano Ronaldo débarque. Et l'arrivée de CR7 fait monter la pression d'un cran. Al Nasser doit absolument dominer la Saudi Pro League et Garcia doit gérer une star planétaire tout en maintenant son autorité. Problème, les résultats ne suivent pas. Al Nasser ne survole pas le championnat comme espéré et des tensions émergent dans le vestiaire. Ronaldo n'est pas satisfait et selon la presse locale, il fait part de ses doutes à la direction. En avril 2023, c'en est trop et c'est la fin de l'aventure. Sous pression, le club décide de limoger Garcia. Sa version des faits, il se dit victime d'un caprice du prince, affirmant qu'un membre influent du club n'a pas accepté qu'il mette sur le banc une recrue star. Le bilan, un passage éclair et sous tension avec une influence limitée face aux décisions de la direction. En juin 2023, Rudi Garcia débarque à Naples avec une mission colossale, succéder à Luciano Spalletti, l'homme qui a ramené le Scudetto après plus de 30 ans d'attente. Mais en 4 mois seulement, l'aventure tourne au cauchemar. Résultat décevant, tension en interne, conflit avec la direction, son passage en compagnie ne laissera pas un grand souvenir. Dès le départ, ça sentait le traquenard. Rudi Garcia n'était pas le premier choix, avant lui Aurelio De Laurentiis avait tenté Thiago Motta, Luis Enrique et bien d'autres. Il a fini par se rabattre sur Garcia, faute de mieux. Pire encore, quelques mois plus tard, le président napolitain lâche une bombe en déclarant qu'il aurait dû le virer dès sa présentation officielle. L'ambiance est posée. Sur le terrain, Naples est méconnaissable. En Serie A, l'équipe régresse, il y a moins d'intensité, un jeu moins tranchant et ses stars, Osimhen et Kvaratskhelia, sont en dedans. La seule éclaircie vient de la Ligue des Champions. Naples s'impose contre Braga et l'Union Berlin, mais c'est trop peu pour masquer les carences en championnat. Garcia, lui, pointe du doigt plusieurs problèmes. Un vestiaire difficile à gérer, démotivé après le titre, un mercato raté, il aurait voulu un défenseur solide et un milieu physique, et il n'a eu que des jeunes envoyés en prêt. Et aussi des prolongations non réglées comme celle d'Osimhen et de Zelinski qui plombent l'ambiance générale du groupe. Si Naples est un volcan, le duo Garcia-De Laurentiis a provoqué une éruption. Le président voulait influencer les choix de l'entraîneur, exigeant par exemple que certains joueurs jouent exactement 45 minutes avant d'être remplacés. Garcia n'a pas supporté cette ingérence. Il comprend le cinéma, mais pas grand-chose au football, dira-t-il plus tard. En novembre 2023, c'est la sortie de route. Une défaite à domicile contre Empoli, et c'est la fin. Garcia est viré après 4 mois seulement. Il quitte Naples furieux, critiquant même son successeur Walter Mazzarri et accusant De Laurentiis d'avoir saboté son travail. Le bilan, un crash total. Un vestiaire en rébellion, un président ingérable, une équipe qui chute à la 10e place en fin de saison. En résumé, Rudi Garcia n'a jamais eu la main sur ce Naples post-titre dans un club où l'ego du président pèse autant que les résultats sur le terrain. Une mission impossible. S'il y a bien une chose qui définit Rudi Garcia, c'est cette étincelle. Une étincelle qui, souvent où il est passé, a su enflammer ses équipes, avant bien souvent de se transformer en un incendie incontrôlable. Garcia, c'est avant tout un jeu offensif ambitieux, un 4-3-3 bien rodé qui a fait des merveilles à Lille, à Rome ou à l'OM. Son secret, mélanger expérience et jeunesse. Il l'a prouvé en s'appuyant sur Totti et De Rossi à la Roma, tout en révélant des talents prometteurs. Et ça tombe bien, la Belgique est justement à la croisée de ses chemins. Des cadres aguerris, De Bruyne, Lukaku, Courtois, voire Witsel, une génération montante, Onana, De Ketelaere et Doku. Et si Garcia trouve l'alchimie, les Diables Rouges pourraient redevenir redoutables. Mais attention, Garcia c'est aussi un passif explosif. Si son style de jeu est affirmé, sa personnalité est tout autant. Son parcours est parsemé de tensions avec ses directions et de conflits en interne. À Marseille, Lyon, Naples et Al Nasser, l'histoire s'est toujours terminée de la même manière. Un départ précipité après un bras de fer avec la hiérarchie. Le poste de sélectionneur pourrait pourtant lui convenir, car il y a moins de pression quotidienne des dirigeants et il peut se concentrer sur ses joueurs uniquement.
Mais attention, sa rigidité tactique et son refus de transiger ont souvent rendu ses équipes irrégulières. Adaptation et pragmatisme, un vrai débat. Garcia, c'est un coach qui impose une identité, ce qui manquait véritablement sous Tedesco. Mais c'est aussi un entraîneur qui sait s'adapter aux grandes affiches. L'exemple parfait reste son Noël renversant, passant à 3 derrière face à la Juve et Manchester City en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1 ou en Serie A, ces équipes ont souvent manqué de constance. Une question cruciale demeure aussi. Sa philosophie conviendra-t-elle à la Belgique ? Il y a déjà un petit détail qui peut jouer en sa faveur. Garcia connaît très bien le nord de la France, une région très proche de la Belgique, notamment la Wallonie, son père ayant été joueur à Dunkerque et lui-même ayant joué et entraîné au LOSC où il a écrit sa plus belle page. Une façon de vivre similaire, une mentalité proche, un vrai plus pour son intégration. Le premier test pour Garcia sera la gestion du cas Courtois. L'histoire avec Tedesco était claire, notre gardien voulait le brassard. Problème, Garcia n'aime pas avoir un gardien capitaine et il l'a répété à plusieurs reprises en interview. Va-t-il déroger à sa règle ? Et enfin, venons-en au problème numéro 1 de l'entraîneur. Assume-t-il vraiment ses échecs ? Si Garcia a du mal à rester en place, c'est aussi parce qu'il rejette souvent la faute sur les autres. À Marseille, les joueurs n'ont pas tout bien fait. À Lyon, c'est la faute de Juninho qui lui a mis des bâtons dans les roues. À Al Nasser et à Naples, ce sont les présidents qui ont saboté son travail. Un manque de remise en question qui pourrait vite poser problème. Le bilan, c'est un choix audacieux entre potentiel et risque. Garcia peut donner une âme à cette Belgique s'il ne se brûle pas les ailes. Il a les idées, l'expérience et l'ambition. Mais son caractère explosif pourrait tout faire imploser. Le verdict, un pari risqué, mais moi, j'ai envie d'y croire. C'est ça, Fred, c'est bien le poropompero. Poropompero, pero, poropompero, pero, poropompero, pero, poropompero. Ah là là, Enrico Macias. Voilà, c'est tout, basta. Allez, je vous la rends.